Roland Bory, bonjour. Vous êtes psychanalyste, membre de l'espace analytique et professeur émérite de psychopathologie clinique des universités. Vous êtes aussi l'initiateur de l'appel des appels. Donc, à vous entendre, on vous présentait souvent l'idéologie libérale comme une idéologie mortifère qui a un impact négatif sur l'état de santé psychologique des personnes. Ma question est donc la suivante. En quoi la psychanalyse est-elle un rempart à l'idéologie libérale? Et en quoi peut-elle aider les hommes à être tout simplement heureux? Oui, alors, je ne sais pas si la psychanalyse peut être considérée comme antidote, on dire, des malheurs que produisent le libéralisme. Je dirais simplement que la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi, à certains moments de notre histoire, la psychanalyse qui s'inscrit quand même dans la philosophie antique de la culture de soi, si vous voulez, d'un travail esthétique et éthique sur l'existence, pourquoi à certains moments elle est poussée en avant, et puis pourquoi à d'autres moments elle est rejetée. Et la question qui se pose, c'est de savoir si aujourd'hui la psychanalyse est rejetée eu égard, pourrait-on dire, n'est-ce pas, aux échecs qui auraient pu être les siens sur le plan thérapeutique, ou pourrait-on dire c'est insuffisant sur le plan du savoir, ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Et moi, j'ai tendance à poser que les raisons pour lesquelles, dans la culture, à un moment donné, on va aimer la psychanalyse, on va rejeter la psychanalyse, ce ne sont pas des raisons scientifiques, ce ne sont pas des raisons qui reposent sur sa validité, ou pas d'ailleurs, du point de vue thérapeutique ou du point de vue de la connaissance, mais plutôt du point de vue de ses affinités avec les valeurs d'une société. Et je crois qu'aujourd'hui, vous voulez, une société qui est fondée sur la culture de l'instant, sur la jouissance immédiate, sur l'hédonisme de masse, comme disait Pasolini, cette culture-là, n'est-ce pas, cette culture également qui fonde le sujet comme un entrepreneur de lui-même, comme devant se dépasser dans des performances, etc., avec des relations liquides, avec des relations flexibles. Ce sujet qui ne réfléchit pas sur le sens de sa vie et sur l'histoire de son existence, eh bien ce sujet-là, si vous voulez, il s'accommode mal de la psychanalyse, puisque la psychanalyse est finalement le moyen par lequel un sujet peut reconnaître sa dépendance par rapport à son histoire et également cette quête éperdue du sens de ce que nous faisons. Donc, je crois que c'est les raisons pour lesquelles, finalement, dans une société qui fonctionne plutôt sur la publicité, qui fonctionne plutôt sur le marketing, qui fonctionne plutôt sur la jouissance de l'instant, je crois que la psychanalyse, elle est un grain de sable qui vient un peu bloquer la machine très normative d'ailleurs de cette société, parce que le grand truc de cette publicité consiste à dire finalement, soyez vous-même en étant comme tout le monde. C'est une société, la conformité. Est-ce à dire que la psychanalyse est de gauche? Oh, je ne sais pas si la psychanalyse est de gauche, je ne sais pas encore une fois si elle est révolutionnaire et autre. Je ne conçois pas trop les choses comme ça. Je pense qu'elle pourrait être de gauche de surcroît, comme Lacan veut dire que la guérison est de surcroît. Je plaisante à peine. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, je crois qu'il faut distinguer la psychanalyse comme étant une méthode mise en acte dans une pratique, et puis finalement les effets qu'elle peut produire. Alors elle peut produire des effets de guérison, elle peut produire des effets de savoir, elle peut aussi produire des effets, pourrait-on dire, de changement politique. Mais je ne crois pas qu'il faille la localiser à gauche, à droite ou au centre. Justement, dans un monde marchandise où tout va très vite et où les psychothérapies de courte durée et le coaching sont à la mode et on va dire sont même rois, est-ce que la psychanalyse qui, elle, demande beaucoup plus de temps, peut avoir sa place? Oui, alors, bon, il y a deux questions aussi là. La première question, si vous voulez, c'est que nous avons hérité d'une conception de la psychanalyse comme étant un traitement cher, à de longue durée, avec des séances fréquentes, bon, etc. Et en gros, une espèce de descente aux enfers, un peu comme dans le mythe de Mircea Eliade, et finalement, on va se régénérer après avoir effectué les 12 travaux d'Hercule. C'est à peine. Alors ça, on a hérité de cette conception de la psychanalyse, mais elle est quand même très datée. C'est la conception des années 60, 70. Il faut bien voir qu'un psychanalyste comme Ferenczi, il pouvait psychanalyser son commandant par des balades équestres, par cheval, en quelques séances. Il faut bien voir que, si vous voulez, la psychanalyse n'a pas toujours été considérée de cette manière-là comme étant un traitement cher, coûteux, long, etc. Donc,
je crois encore une fois qu'on peut faire un travail psychanalytique de courte durée, on peut faire un travail psychanalytique, si vous voulez, dans des situations qui ne sont pas forcément les situations de la cure traditionnelle. Le deuxième point, c'est de savoir si effectivement, ça n'est pas pour des raisons d'affinité idéologique qu'aujourd'hui, on préfère promouvoir le coaching. J'ai rien contre le coaching au niveau de la pratique, c'est plutôt l'idéologie du coaching, parce que l'idéologie du coaching, ça va dans le sens de l'individu entrepreneur de lui-même, ça va dans le sens de se concevoir comme une petite entreprise, n'est-ce pas, autogérée, chargée de produire ses propres jouissances, ses propres satisfactions dans un monde ouvert à la concurrence, à la compétition. Donc c'est plus cette conception-là, à mon avis, qui pose problème que la pratique du coaching. Pourquoi pas? Surtout que sous ce mot coaching, encore une fois, on met des pratiques extrêmement diverses, extrêmement variées, et qui ont sans doute très peu de rapport les unes avec les autres. Alors après, je crois que, moi je suis pour la biodiversité. Je suis pour la biodiversité des espèces dans la nature, et je suis aussi pour la biodiversité des théories en épistémologie, c'est-à-dire dans le champ de la connaissance. Je crois qu'il faut essayer plusieurs formes de savoir, je pense qu'il faut essayer plusieurs formes de pratique, et puis on verra bien. Ce qui me déplaît, c'est plutôt la haine aujourd'hui qu'on peut manifester à l'adresse de la psychanalyse, qui me paraît une haine un peu symptôme, n'est-ce pas, de quelque chose. Justement, parlant de haine, on a assisté ces derniers temps, comme vous le soulignez, à de nombreuses critiques et attaques envers la psychanalyse, notamment une attaque assez sévère de Michel Onfray, car dans son livre Le crépuscule d'une idole, d'une théorie basée sur un concept, le concept d'Oedipe, qui est en rien universalisable, mais limité à son auteur, de méthodes dont les résultats ne dépassent pas l'effet placebo. Que répondez-vous à ces critiques? Alors, si vous voulez, je crois que les critiques sont très différentes. Vous avez des critiques sur le livre noir de la psychanalyse, c'est une chose. Vous avez une espèce de rhapsodie d'un certain nombre de critiques diverses et variées qui partent des neurosciences, en allant à la philosophie cognitive, en passant par la sociologie critique. Enfin bon, si vous voulez, ça c'est une chose, à discuter. Ensuite, vous avez le livre de Michel Onfray. Le livre de Michel Onfray, si vous voulez, il fait à Freud ce qu'il a déjà fait n'est-ce pas, à Kant ou ce qu'il a déjà fait à d'autres, c'est-à-dire il les expédie rapidement parce que finalement c'est une marchandise un peu rapide, c'est un petit peu comment dire, c'est un petit peu le fast-food de la pensée, Michel Onfray. Alors quand par exemple il parle de Kant dans son livre, n'est-ce pas, le songe d'Eichmann, et il considère que finalement la position d'Eichmann se déduit de l'impératif kantien, je trouve que c'est quand même un peu rapide. Donc quand il parle de Freud, bon, il dit que finalement Freud n'a fait que théoriser ses propres complexes, sauf qu'on peut lui répondre, c'est celui qui dit qu'il est. C'est-à-dire que ce qu'il dit de Freud, on ne voit pas pourquoi il pourrait lui s'en exempter. Alors, je veux bien qu'il se réfère à Nietzsche, moi aussi je me réfère à Nietzsche, c'est pas pour moi Nietzsche est une figure de la philosophie extrêmement importante, mais bon, il faut être un petit peu sérieux. Et je crois que Michel Onfray n'est pas très sérieux dans ses critiques. Je crois qu'on a été plusieurs, dont Elisabeth Polinesco et d'autres, n'est-ce pas, à un petit peu critiquer son travail. Moi, j'ai lu ces 540 pages, je vais oublier, parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on garde facilement en mémoire. Et quand, par exemple, n'est-ce pas, il présente Freud comme quelqu'un intéressé par l'argent, le pouvoir, le sexe, etc., on a beaucoup plus l'impression d'entendre finalement des critiques qui peuvent tomber dans les ruisseaux les plus nauséabonds, n'est-ce pas, des bars de quartier les moins recommandables de Marseille, de ma région par exemple, n'est-ce pas, que d'une lecture intellectuelle très sérieuse. Quand par exemple il dit que Michel Onfray, voilà, que Freud a fait, n'est-ce pas, avorter sa belle-sœur, que l'UNESCO montre que ça tomberait, si on a fait une superposition des dates à ce qu'elle ait 58 ans, c'est pas très sérieux. Moi, j'ai de mon côté remarqué qu'il avait confondu, à propos des cinq psychanalyses, deux patients, l'homme rat et l'homme loup. Alors, je sais bien qu'il s'agit de bêtes, mais il se trouve que c'est pas les mêmes patients. Donc, quand par exemple, il dit qu'il n'avait jamais guéri un AO, moi je veux bien, sauf si vous voulez qu'il n'a jamais approché un AO. Et quand il dit qu'il n'a pas guéri, n'est-ce pas, le président Schreiber, je veux bien, mais sauf qu'il n'a jamais vraiment guéri le président Schreiber, parce qu'il n'a fait que lire ses mémoires, et qu'il a dit que le président Schreiber lui avait appris quelque chose sur la psychose.
Peut-être pour aller vite. Alors, un mot, n'est-ce pas, Michel Onfray, qu'est-ce qu'il fait de Freud? Ben, il fait avec Freud ce qu'il fait avec d'autres, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il en fait un produit de consommation courante pour sa logique de publicité, pourrait-on dire, de consommation de produits rapides. Ces analyses philosophiques, ce sont des produits rapides. Michel Onfray, c'est non pas un intellectuel reconnu par ses pairs comme tel, c'est non pas un universitaire reconnu par ses pairs comme tel. Michel Onfray, c'est quelqu'un qui est reconnu par le chiffre de vente, n'est-ce pas, de ses ouvrages. Enfin, avant, je ne sais plus si aujourd'hui on en va autant. Alors, c'est un problème, c'est un peu ce que... Donc, au final, des critiques qui sont dans l'air du temps, et comme vous l'avez dit, l'époque n'est pas forcément favorable à la psychanalyse, et donc on a aussi des auteurs qui cherchent à s'infiltrer dans cette tendance-là. Oui, je crois qu'il est dans une logique d'audimat aussi. Il sert un peu à l'opinion le produit congelé qui peut lui fourguer. Bon, ça c'est un peu rapide, mais je crois vraiment que c'est ça. Roland Gori, psychanalyste, membre de l'espace analytique et professeur émérite de psychopathologie clinique des universités. Merci. Merci à vous.